La campagne présidentielle s'était ouverte en janvier 2017 par une promesse de renouvellement, notamment des pratiques politiques. Et à cet égard, avait été envisagée dès les premiers jours du quinquennat une grande loi de moralisation de la vie publique qui viendrait assainir une situation qui paraissait passablement compliquée par un certain nombre d'affaires qui avaient émaillé la campagne, en particulier celle concernant François Fillon, l'emploi de son épouse comme collaboratrice, qui a fait complètement basculer la campagne. Et le président de la République élu en mai 2017 s'était engagé à changer les pratiques à cet égard. C'est ce qui a formellement été fait par l'adoption de deux lois de moralisation de la vie publique en septembre 2017. Or, on s'aperçoit que ces lois sont très loin des engagements pris. Par exemple, il avait été indiqué par le candidat Macron, s'agissant des parlementaires, que leur indemnité représentative de frais de mandat, l'IRFM, serait fiscalisée. Certains députés avaient abusé de ces frais de mandat en les utilisant à des fins personnelles. Pour éviter cela, le président de la République avait promis que ces indemnités seraient fiscalisées, c'est-à-dire seraient transformées en rémunération pour les députés. Il n'en a rien été. Sur la base des lois de moralisation qu'ont fait députés et sénateurs, eh bien, ils ont reproduit l'existant. Ils ont transformé l'IRFM en avance mensuelle sur les frais de mandat, avec aussi peu de contrôle sur ces frais de mandat. Et même la situation, d'un point de vue déontologique, est pire que sous le quinquennat précédent, puisque députés et sénateurs ont chacun une caisse noire de 600 € par mois pour les députés et de quelques 900 € par mois pour les sénateurs qu'ils peuvent dépenser à leur convenance. Donc il y a en la matière une régression par rapport aux promesses. Le candidat Macron s'était également engagé à faire en sorte que les élus ne puissent l'être s'ils n'avaient pas un casier judiciaire vierge. Or, cette promesse était irréalisable pour des questions d'ordre constitutionnel et ce n'est pas ce que les lois de moralisation ont mis en place. Il appartient au juge de décider, en cas de délit qui est commis par telle ou telle personne, si cette personne peut ou non être éligible si son casier judiciaire n'est pas vierge. Donc on est là, sur ce point, à milieu des promesses effectuées. La situation s'est même aggravée sur le terrain déontologique par la pratique de connivence qui a été mise en place entre institutions publiques. C'est ainsi qu'on a vu le gouvernement, le président de la République, choisir le procureur de la République de Paris qui lui semblait le mieux convenir à ses intérêts, avec lequel le Premier ministre se sentirait le plus à l'aise. Et la personne qui a été choisie, et qui est actuellement en poste au parquet de Paris, est un ancien agent du ministère de la Justice, un ancien subordonné de la garde des Sceaux. Il y a ici, en la matière, une pratique, par ailleurs tout à fait légale, mais qui est contraire au principe d'indépendance, au principe de séparation des pouvoirs, au principe d'indépendance des magistrats du parquet. L'autre pratique qui est hors texte et qui n'est pas illégale, mais qui pose question en termes de séparation des pouvoirs, est celle qui concerne les relations entre la présidence de la République et le Conseil constitutionnel. Dans une République qui serait pointilleuse sur la question des conflits d'intérêts, il ne devrait y avoir aucune espèce de relation, ni institutionnelle, ni amicale, ni personnelle, entre les membres du Conseil constitutionnel et soit les autorités qui les saisissent, soit les autorités qu'elles peuvent juger, c'est-à-dire les parlementaires. Or ici, Conseil constitutionnel et Élysée ont des relations de proximité, de connivence, qui viennent flouter la qualité du contrôle de constitutionnalité.